Et YouTube. On est chaud, donc on a fait la game loop. C'était long et chiant, surtout avec nos systèmes de test et tout là. Mais maintenant on est bon. Donc on repart. On repart sur la suite du tuto, et là c'est la grille. On se tape la grille. Le plateau de jeu. Donc... Alors, grosso modo, le jeu qu'il est en train de faire, le gars, il va montrer un peu comment il voudrait avoir le jeu par la suite. Alors, je sais pas si c'est le jeu final, tel qu'il l'a fait, mais là, on va commencer à avoir un petit aperçu dans son tuto. Donc là, on voit la grille. On va voir les différents jeux avec les choses qui se déplacent. On voit les tirs. Le rond noir autour du rond du joueur, en fait, le rond foncé autour du rond clair représente, je crois, les points de vie, grosso merdo. Hein. Et donc, on voit bien ce qui se passe au niveau du jeu, en fait. On voit très bien le comportement. Donc, je sais pas si on aura ça à la fin, mais en tout cas, ça me parle bien, et ça sent bon par rapport à ma vision du jeu que je voudrais faire derrière. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir une vision assez simpliste du jeu pour commencer, avec une approche gameplay un peu comme ça. Grosso modo, un système de plateau. Soit on fait un truc à plat, soit on se fait un chouïa chier et on fait une espèce de vue isométrique. Je sais plus comment on appelle ça. Un espèce de plateau 2D, mais un peu différent. Mais en tout cas, voilà, on devrait avoir un jeu un peu comme ça, avec des formes assez simples pour commencer, et on verra après plus tard si on veut faire un truc différent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Donc, une fois qu'on a fait la loupe, donc on va attaquer le dessin, et donc il nous dit justement que le jeu est joué sur un plateau ou une grille composé de carrés gris, grosso modo. Et donc on a besoin de les visualiser, on a besoin de visualiser la grille pour savoir où est-ce qu'on peut se déplacer sur le plateau. Et on a besoin de savoir aussi où ils peuvent déplacer, où le joueur peut déplacer ses vaisseaux. Enfin, ses vaisseaux. Donc le mec, il utilise l'API Canva, qui est une API native, si je dis pas de bêtises, et qui permet justement de faire du dessin dans une balise Canva en utilisant l'API WebGL, en fait. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, on n'a pas besoin de charger, on peut directement taper dans le Canva, en fait. Il n'y a pas besoin de librairie ou de choses comme ça, contrairement aux librairies graphiques WebGL qui s'appuient aussi parfois sur Canva, mais qui mettent de la richesse dans la librairie. Là, je crois que c'est la librairie native. Donc pareil, c'est plus ou moins chiant à faire des choses, mais si on veut faire du basique, potentiellement, ça fait le café, de ce que j'ai compris. J'ai jamais utilisé, j'ai utilisé qu'une seule librairie graphique. À l'époque, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans vite fait, une librairie WebGL, c'était du PixieJS, pour ceux qui connaissent. Potentiellement, on fera du PixieJS aussi derrière, je sais pas. De toute façon, tout ça, c'est de l'implème. Pour moi, c'est ce que je considère l'implème, c'est la technologie. Donc si demain, on veut s'amuser en 2D, à faire du 2D en Canva classique, et que demain on veut changer de tech et partir sur du TreeJS ou du PixieJS ou autre chose, on peut le faire. Même si on veut faire par exemple demain du comportement, enfin de la technologie façon le moteur Unity, si on veut faire du Unity, on pourrait le faire. Parce que là, on a tout le code métier, il faudrait faire du portage de langage, potentiellement, pour transformer notre code TypeScript en code, grosso modo, notre code métier TypeScript, il faudrait le transformer en code métier, c'est du C++, je crois, si je dis pas de bêtises, ou du C#, je me souviens plus, sur Unity.
Et après, il faudrait modifier les adapteurs, donc le lien avec la technologie, pour faire le drawing, en fait, pour faire le rendu. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, comment on dessine? Donc, grosso modo, le mec, il explique que quand on part en mode Canva, on ne fait plus des balises HTML. C'est pas du CSS, c'est pas de l'HTML. Grosso modo, il faut qu'on déclare des formes et il faut les placer. En fait. Et donc, grosso modo, là, on doit rajouter, quand on fait le awake, il est où? Ding. Ah, déjà, je suis pas sur le bon truc. C'est dans notre classe game, là. Quand on va faire le awake, on rajoute à la toute fin. Il fait un dirty draw. Et donc, on va déclarer la méthode dirty draw, qui est une méthode privée. Et là, ce qui nous fait directement, c'est qu'il va nous exécuter un canevas. Il va nous faire un... Il va créer un élément canevas directement dans le document, en fait. Donc il va créer, il va ajouter un élément HTML, grosso modo, canevas. Et donc il va définir la taille, il va ajouter un enfant. Ensuite, il prend le contexte 2D. Oui, donc là, en fait, il définit le canevas avec l'attribut du canevas et il l'ajoute dans le body, en fait, ici. Ensuite, dans le canevas, il prend le contexte 2D. En partant du postulat, parce qu'il peut être potentiellement undefined, j'imagine, il peut être potentiellement nul, donc là il force avec le point d'interrogation pour aller directement dessus, pour pas faire chier à faire des conditions. Ok, pourquoi pas, on pourrait faire du check d'erreur éventuellement. Il démarre un... Là il prend le contexte, un pass, je sais plus ce que c'est. Begin path, je sais pas ce que ça fait. Grosso modo, il fait un carré de... Il fait un carré qui démarre à 10 pixels XY. Parce que grosso modo, un canevas en 2D, hein, c'est abscisse ordonnée, hein, XY. Et grosso modo, il fait un rectangle qui fait 10-10 et 50-50, en fait, en termes de diagonale. C'est en fait, comment on déclare un rectangle? On déclare le XY du début et le XY de fin, et donc ça fait 2 points, et donc ça va dessiner un rectangle. Grosso merdo, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, le npm start, qu'est-ce qu'il nous a fait dans son code, lui? Il est où son... Il est là. Bien. Faut que je regarde son npm run start, parce que je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ah merde. Il est où son... Ah, game dev pattern. On en est à l'étape de la grille. Et son package JSON, le start. Ah ouais, il est parti directement... ouais, ok. Donc il a fait du webpack, machin, webpack config... Au secours. Obscur. C'est pas avec ça que... Donc comment il me l'a... Il me l'a mis où l'HTML? Ah oui, il y a un dossier public, machin. Ok. Bon, attends.
On va le faire rapidos là, parce que sinon ça va être un enfer. Tac, on va faire un new file de index HTML. Tac, donc il nous fait un fichier HTML qui va bien. Il va taper il est où le... C'est où qu'il va aller chercher le script? Sérieux? Parce que ça, je peux l'ouvrir ou pas? Open to the... Ah, quel con. Ouais, vas-y. Donc là, toi, t'es vide, forcément. Donc là, si je fais un build de tout ça... Je fais un build de mon truc. Ah oui, il y a mon constructeur qui est foiré. Très bien. C'était bon à savoir. Donc là, on va faire un new fake loop manager. Ah, par contre, le max execution time, il faut que je le mette en... Il faut que je le... Ouais. Il faut que je le mette en optionnel. Si max execution time n'existe pas, ou this, pardon. Voilà. Là, normalement, je suis pas mal. Ok. Là, maintenant... Donc j'ai fait le build, donc ça veut dire que dans dist, j'ai un main. Ah mais il va jamais vouloir... Ah putain, je suis obligé de taper sur un webpack et tout là pour faire tout le merdier. Chier. Comment se casser les couilles. Ah, attends. En avant Guingamp alors, on va se taper du webpack et tout, donc j'imagine qu'il y a des packages spécifiques pour webpack. Ouais, il y a du webpack CLI, il y a du dev server, le JS, on s'en fout, il y a du script extend HTML webpack plugin, precommit on s'en fout, HTML webpack plugin, clean webpack, putain la quantité de webpack bidule là. C'est affreux. C'est affreux. Alors, bon, on y va. Hein. Du webpack, on a un autre webpack ici. Après le truc, je sais même pas de quand il date. Parce que là, il était quoi, 3.11 ?
va bien voir. Qu'est-ce qu'il nous met dans le... On va mettre dans le start. Dans le start, on va le mettre ici. On va mettre le webpack config. Config JS. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout mis, hein, mais on va voir. Parce que ça va gueuler un peu partout. Ouais, bah oui. Donc il manque Clean Webpack Plugin. On va aller on va l'ajouter. On manque HTML. En fait, il faut tout, quoi. Faut télécharger tous les repos du monde pour faire tourner... Le mec, il parle mal. Il parle mal. Il y a ça, et puis bah, j'imagine il va vouloir du Babel, bidule. Ouais, script mes genoux. Très bien. Quel enfer. Qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui va pas? Oui, donc il manque TS Loader. Allez, TS Loader maintenant. Youhou! Trop fort. Et donc là maintenant, si je fais du... Ça m'a pas ouvert le site. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah oui, donc un petit localhost 8080. Ouais, ça n'a pas fait grand chose, hein. Ah oui. Ouais, donc normalize CSS, mes couilles là on s'en fout. Hein. Ok, donc là il y a un problème. Et donc c'est là où il faut que je mette un client loop manager, parce qu'il y a le loop manager qui a merdé. Parce que il a voulu exécuter trop de boucles en fait. Il y a la stack size qui a pété. Au niveau du game TS. J'imagine. Seul. Game TS 64. Ouais, bah forcément. Ouais, c'est le execute. Ouais. Donc. Si je fais. Je vais le copier, lui. On va faire un client.
Manager. Donc le Client Loop Manager, donc je vire le constructeur, ça on s'en fout. En private, mes genoux, on s'en fout. Et donc la callback, au lieu de faire un date no, en fait, on va faire un... C'était ce qu'on avait... Ah, il faut que je fasse un window... c'était quoi? J'ai même plus le nom. Il y avait du frame hein, là-dedans. Performance... WebKit Request Animation Frame. Normalement, je crois que c'était ça. Ouais, voilà. Et donc là, ce qu'on veut faire... on aurait le time... Comment on avait fait déjà? Je sais même plus. C'est ça, hein, c'est la callback, et puis avec le timestamp ici. Number, machin, ouais, d'accord. Et donc là, donc ça c'est mon truc de prod. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon main, donc là le main, on va utiliser le truc de prod, donc, enfin le client, client loop. Ah merde, j'ai oublié de le renommer. N'importe quoi. Voilà, Client Loop Manager. Là, loop. Client. Voilà, donc le fake il dégage. Voilà. Et donc cette fois-ci, bah là cette fois-ci ça marche. Cette fois-ci ça marche. Cette fois-ci j'ai plus d'erreur. Donc grosso modo maintenant on a ça. Donc comme on disait tout à l'heure, on a... Il y a un canevas, si on regarde au niveau HTML. On a le body qui prend normalement toute la place, hein, si je dis pas des bêtises. On a le body. Et on a donc un ajout de canevas qui fait 500 pixels sur 500 pixels. Très bien. Et à l'intérieur de ce canevas, donc on voit qu'il n'y a rien au niveau HTML, mais par contre on voit qu'on a un carré rouge. Parce qu'en fait, on est au niveau WebGL, donc c'est pas de l'HTML cette fois-ci, donc c'est pour ça qu'on voit pas de code HTML. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, en fait, on a un carré qui démarre. Quand on voit par rapport à la taille du canevas, en fait, on voit par rapport au coin ici qu'on n'est pas au bord. On voit qu'on est normalement, si on devrait faire le calcul, on est à 10 pixels. En fait, on est à 10 en Y. Le 0,0, c'est tout en haut, en fait. C'est tout en haut à gauche. Et donc, si on fait un 10-10, on est à 10 pixels vers la droite et 10 pixels vers le bas. Et l'autre, il est à 50-50. Donc, il est à 50 pixels par rapport au point 0, le point 0 qui est le point tout en haut à gauche du canevas. On est à 50 pixels vers la droite et à 50 pixels vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, la taille du carré, c'est un carré de 40 pixels sur 40. En fait. C'est l'idée. Par exemple, si je modifie, au niveau de mon game, là, si je modifie le 50 et que je mets un 60, en fait, il va aller à 60 plus bas. Donc, il sera toujours à 50 en termes en X, donc en abscisse, mais il sera à 60 en ordonnée, donc il va descendre un peu plus. Ce qui fait qu'il se transforme en rectangle, ça veut dire qu'il est toujours aussi large, mais il part un peu plus bas, en fait.
C'est un peu l'idée. Hein. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça fait plaisir de voir que ça marche. Ça fait plaisir de voir que par rapport à son tuto et les modifications légèrement cleanarchy que j'ai fait, que je peux continuer à suivre. Parce que c'était pas dit que j'ai fait de la merde en barre et que j'arrive pas à suivre. Donc là c'est bon, et l'avantage c'est que bon, il a fallu installer Webpack et tout le merdier, mais au moins on a la démo qui marche, hein, et puis bah, par rapport à sa démo à lui, hein, on est bon. Donc ça c'est cool. Ouf. Donc il explique par rapport que le 10-10-50-50, il explique ce que ça fait. Et donc là, il va nous expliquer comment on gère une grille, cette fois-ci. Et donc là, il nous dit de virer le carré rouge, grosso modo, et de mettre en fait une notion donc, de taille et de offset, de créer une notion de taille et d'offset, et de faire une boucle, en fait, pour dire que pour chaque... Donc, grosso modo, pour 4 carrés... pour 3 carrés, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va normalement avoir 3 carrés. Sauf que vu que les 3 carrés vont être placés au même endroit, en termes de placement du rectangle, on devrait voir qu'un seul rectangle dans notre affichage, et c'est le cas. J'ai bien sauvegardé? Oui. Là, on voit toujours un seul rectangle, parce qu'en fait, on a 3 rectangles superposés, en fait, en termes de composants. Faut voir ça comme ça. À la limite, ce que je peux faire, là, vu qu'on va pas... J'ai l'impression qu'on va pas écrire 40 000 trucs... On va pas écrire 40 000 trucs en largeur. Je vais vous laisser le code, l'affichage du site. Ce qui se met à jour, il y a un watch hein, qui se met dessus. Je vais juste virer. Vu qu'on n'a pas d'analyse HTML à faire, je vais virer la console. Allez. Voilà. Par contre, oui, je peux pas faire plus petit. Parce qu'il y a 50 pixels. Comment je vais pouvoir faire ça? Parce que là, j'ai le chat qui va pas être visible sinon. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, on continue. Donc, il nous explique qu'on voit qu'un seul carré parce qu'en fait, on a le même endroit. Et donc, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on va multiplier l'offset. Donc, l'offset, c'est le placement. On va le multiplier par... On commence par le multiplier par le carré. Donc à la limite, à la place de i, j'aime pas i. Donc on pourrait faire un rect à la place. Et donc on va faire un offset fois rect. Par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Et là on voit qu'on a maintenant 3 carrés qui ont eu leur offset de multiplier. Donc, on voit qu'il y a un peu du mieux. Et donc ensuite, on nous indique, donc ça c'est les trucs un peu basiques, hein, c'est que en fait pour avoir les carrés qui sont, on va dire, bien séparés, il faut pas mettre juste offset fois le rectangle pour son placement. Il faut mettre l'offset avec la taille. En fait. On fait l'offset plus la taille pour prendre en compte en fait l'écart. L'offset c'est l'écart plus la taille du composant qu'on veut. Et là, voilà, ça commence à être pas mal. Sauf qu'on voit qu'on a que la diagonale, on n'a pas une grille de 9 carrés. Donc ça va venir après, normalement, si je dis pas de bêtises. Et on note aussi qu'on n'a pas de...
On n'a pas d'offset pour le premier rectangle parce qu'il est multiplié par 0. Parce qu'en fait, le premier élément de la liste, en fait, le premier rectangle, il est à 0. Et donc, en fait, le premier point de placement sur le canevas correspond au 0 pixel, en fait. Parce que normalement, si je... C'est pas ça que je voulais faire. Si je refais ça, en fait, le canevas, on voit qu'il démarre. Il démarre pas vraiment au bord de notre dôme. Il démarre légèrement sur le côté, en fait. Donc ça, c'est OK. Et par contre, le rectangle, il est bien au démarrage du canevas. Ça, c'est cool. Donc, ensuite, on va définir... à l'intérieur, on va faire des boucles dans des boucles, en fait. Et donc, on va créer... Comment je pourrais expliquer ça? On va faire un... On va définir des abscisses et des ordonnées, en fait, pour représenter notre grille. Donc en fait, ce qu'il nous fait, c'est d'ajouter notre... En fait, il nous indique de retirer notre boucle for actuelle et de rajouter à l'intérieur, de remplacer en fait par deux boucles qui représentent les x et les ordonnées. Voilà. Sauf que là, on n'a plus le rectangle, et donc dans ce cas-là, on veut dire pour les emplacements x, on va mettre x. Pour les emplacements y, on va mettre les emplacements y. Par rapport au point de démarrage. Et là, on est bon. Donc là, on a un début de grille. Et donc, si on veut une grille plus grande, par exemple, on veut une grille de 5 par 5, il suffit de remplacer le 5 et les valeurs 3. Et donc là, normalement, voilà, on a une grille de 5 par 5 qui se fait. Ça, c'est cool. Ça le fait bien. Ensuite... Donc là, il nous dit, bon, c'est cool, mais par contre, les trucs en dur comme ça, c'est pas top. En grosso modo, ça serait bien de mettre en place des settings, en fait, qu'on mettrait dans SRC. On ferait un nouveau dossier qui s'appellerait settings, avec un nouveau fichier qui va s'appeler settings. OK. Et donc export const settings. Object freeze. Voilà. Donc grosso modo, un object freeze, c'est un immutable. Donc ça, je connaissais pas, j'ai appris ça récemment sur le ES6. J'ai fait un petit exo sur FreeCodeCamp sur ES6 il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais appris qu'on pouvait créer des objets immutables en faisant comme ça. C'est-à-dire qu'en faisant un object freeze avec la déclaration de l'objet dedans, ça force l'objet à être en read-only. Donc ça, c'est vraiment sympa, je connaissais pas du tout. Et quand on veut avoir une approche immutable, c'est vraiment intéressant, je connaissais pas du tout. Et donc là, grosso modo, il faut qu'on fasse le barrel. Donc le barrel, c'est ce qu'on met. C'est le fichier index, en fait. Et on va faire un export étoile from settings, normalement. Et en retournant dans Settings, on va déclarer donc la configuration de la grille qu'on veut.
Ouais, bah c'est cool Zizou, parce que même moi je connaissais pas, franchement. Et puis moi des fois je me fais chier, des fois, vu que tu fais de la cleanarchie et que tu travailles avec du in-memory. Salut, re-signe. Quand tu fais de la cleanarchie, que tu bosses avec des objets en in-memory, les objets étant mutables en JavaScript de base, tu te mets des fois à vouloir modifier des trucs dans ta business logic et à te rendre compte que tu as fait muter un objet que tu ne voulais pas faire muter. C'est-à-dire que tu voulais être en mode immutable, mais tu as fait un mauvais design pattern qui fait qu'en fait tu le mutes, l'objet, sans faire gaffe. Et donc tu te retrouves avec l'objet qui n'a pas muté, quoi. Et toi par contre tu me dis le freeze est pas mutable. Le freeze est pas mutable. N'importe quoi. Le freeze est pas deep. C'est-à-dire qu'en fait il se met que sur ce que tu déclares, hein, en fait, c'est ça. Si tu mets des objets avec une autre déclaration d'objets dedans, c'est ça, les objets qui sont dedans et s'ils sont déclarés comme mutables, ils peuvent muter, c'est ça. Ok. Mais je pense par exemple dans une approche, j'essaye de penser au domain driven design où on a la notion de value object ou d'entity, mais en fait on veut que nos entities soient immutables et on veut utiliser des systèmes de méthodes pour faire muter au travers de l'infra ou enfin quand on veut créer l'entité, grosso modo on la fait pas muter directement, c'est l'infra qui va nous la faire muter ou des choses. Enfin, c'est l'infra qui va modifier l'entité et après on la récupère à nouveau. Enfin, il y a plein de trucs dans ce délire-là. Parce que j'aime bien apprendre l'aspect immutable des choses parce que plus tard je m'intéresse à Rust. J'aimerais bien faire du Rust plus tard et vu que Rust est nativement immutable et ça permet donc par conséquence de faire de l'optimisation mémoire native au travers de Rust. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc t'es obligé de les faire muter un par un. Ou alors si tu fais un... Si tu rajoutes des objets... Enfin, tu fais un object freeze mais qui contient un objet mutable. L'objet mutable à l'intérieur, il faut lui dire qu'il est freeze aussi. Enfin, l'enfer. Donc là, le mec, il me dit de faire une config, grosso modo, hein, il voudrait que je fasse une config de mon jeu, sous format de settings, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que moi ça m'intéresse par rapport aux arènes, parce que par exemple au début je fais des petites arènes, pour genre des combats petits kiki qui durent 5 minutes, en mode on y va soft, les joueurs ont pas beaucoup de PV, ou les tournois, l'aspect de tournoi, c'est-à-dire si, imaginons, j'organise un tournoi avec des settings comme ça, et chaque tournoi est hébergé par une instance d'un point de vue serveur, par exemple, ben en fait, là, je pourrais faire des settings de tournoi en disant, ok, c'est un tournoi avec tel jeu, donc je pourrais donner dans l'objet des settings le jeu que je veux lancer. Je pourrais dire, dans ce jeu, pareil, le jeu a lui-même des settings, et donc pour chaque instance de combat, on va faire une grille de type moyenne, grosse... mouse, et grosso modo ça va faire varier la taille de la grille, les PV, les machins, les bidules, ça va faire varier la durée de jeu potentielle, ou la difficulté, ou le machin. Pareil, au niveau du tournoi, je pourrais dire, bon bah voilà, je fais un tournoi de 500 joueurs, un tournoi de 10 joueurs, un tournoi de 20 joueurs, avec un cash price, donc c'est-à-dire vu que je rends le truc immutable, au niveau du freeze, on peut pas changer le cash price, donc s'il y a quelqu'un qui veut essayer de modifier le code ou je sais pas quoi, enfin voilà, il y a plein de trucs, assez sexes. Après je dis ça, j'y suis pas, hein. Mais on s'ouvre les chakras, c'est bien. On s'ouvre les chakras. Et donc là, dans l'idée, en fait, on récupère les settings. L'idée, c'est qu'on définit les settings à l'endroit où on veut mettre, on va dire, des données. Les données en dur, quoi, grosso merdo. Comme ça, dans notre code métier, on n'a plus à traîner ces merdes-là, en fait. Ça, on n'a plus besoin le Y et le X, là, avec des valeurs en dur dégueulasses, là. En fait, on va aller directement les récupérer dans les settings. Et donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est de reprendre... Donc, on avait le size et offset, hein, grosso modo. On reprend tout ça, tranquillou. Et on remplace en fait avec la même chose, sauf qu'on va directement taper dans les settings. Et donc il faut juste qu'on importe settings
au début. Tac. Par contre, ce size et offset, ils existent déjà. Et par contre, j'ai kické la... J'ai kické ma ligne qui permet de créer les rectangles. Donc on va la remettre hein, quand même. Voilà. Et puis même j'ai tout pété quoi. Oh là là, le mec il casse tout quoi. Ça y est. Le mec il se sent plus. En fait c'est ça. C'est ça qu'il faut. Trop de précipitation. On remet ça proprement. Et par contre, donc là j'ai fait de la merde, c'est normal. Mais par contre, après, derrière, je remets ça. Non, même pire. Pire que ça. Je vais mettre ça. Donc c'est ma déclaration d'offset avec les coordonnées de démarrage de chaque élément. De chaque carré dans la grille, en fait, c'est le démarrage en abscisse et en ordonnée du premier point. Et après, c'est la taille qui définit la fin, en fait. Donc ça c'est cool, en tout cas pour un rectangle. Pour un rectangle ça se passe comme ça. Et par contre oui, il me manquait, il fallait que je remplace la couleur. Il fallait juste que je remplace la couleur. Voilà, c'est ça. Pour choper la couleur depuis le fichier de config. En fait, depuis les settings. Voilà, et là on a notre grille qui est grise. Comme attendu, en fait. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. Maintenant... Non, bah on est pas mal. Donc j'ai mis... Ah, par contre, au niveau des settings, sinon c'est le dossier settings, très bien, très bien. On est bien. Donc on a bien le résultat tel que le mec le dit. Par contre, il nous dit que là, il y a un problème, c'est qu'en fait, on n'a pas la mise à l'échelle par rapport à la taille du canvas. Donc en fait, lui, ce qu'il nous dit, c'est parce qu'on a la taille du canvas qui est en fait ici à 500 pixels, et donc on a, par rapport à la quantité par rapport à la taille de notre grille, on a un problème par rapport à ça. Une fois le path et le translate sur la grille, donc ça veut dire qu'en fait tu fais une duplication tu vas faire une duplication du rectangle et tu vas juste lui dire de se mettre ailleurs, la duplication, un truc comme ça. C'est l'idée? Ouais. En fait, je m'étais renseigné là-dessus, je te dis ça, c'était il y a super longtemps et j'ai jamais fait de Canva natif. Mais j'avais déjà fait un chouïa de PixieJS et je sais que PixieJS, en fait, les premières versions, ils avaient fait un peu... Ils étaient un peu emmerdés parce que dans la manipulation de WebGL, ils étaient... quand tu crées plein de composants, en fait, tu avais une lourdeur au niveau de WebGL qui faisait que ça s'écrasait. Et après, ils avaient dit, bah, on a fait une super mise à jour sur PixieJS qui fait qu'on peut créer des milliers de composants. Vraiment, on peut vraiment y aller comme un port. Chaque composant a son propre... Enfin, chaque shape, je sais plus comment ils appellent ça, mais chaque composant affiché dans PixieJS avait son comportement. Grosso modo, il pouvait bouger comme il voulait indépendamment des autres. Mais donc, tu pouvais en faire apparaître des milliers sans avoir aucune perte de framerate. Et ça, j'ai trouvé ça... quand j'ai vu le truc, j'ai fait... Oh les salauds. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, une fois que tu as le jeu qui utilise un moteur un peu opti, avec des règles bien faites, grosso modo, tu peux vraiment y aller pour faire un jeu riche, sans avoir des performances de folie, en fait. Alors, on le sait déjà. On le faisait tous... on a tous joué à un vieux jeu, quoi, je veux dire. On avait des jeux qui étaient totalement pétés avec des milliers et des milliers de petits éléments, et le truc qui tenait sur une cartouche 16 bits, quoi. Et donc là, justement, pour dire qu'il y a un pépin au niveau de hardcoder les 500 pixels, grosso modo, on va faire la taille du canvas
de manière dynamique, c'est-à-dire que la taille du canvas va se faire dynamiquement par rapport aux settings, justement par rapport à la taille qu'on prévoit de notre grille. Et donc lui, ce qu'il nous dit, c'est de définir la taille du canvas, en fait, d'ajouter la taille du canvas. Avant tout ça, là, on définit la taille du canvas. Bon, je fais en copier-coller, hein, je me fais pas chier. Grosso modo, j'ai compris qu'il allait chercher... et grosso modo, il définit une espèce de taille maximum en pixels, en fait, du canevas. Et après, il va définir donc en attribut, il va faire un canvas size. Bon, lui, c'est un carré, en plus, on se fait pas chier. Vu que notre grille est un carré, en fait, c'est vraiment... Il n'y a besoin que d'une seule valeur. Si ça aurait été un rectangle, on aurait fait un canvas size Y et un canvas size X, un truc comme ça. Et donc, au lieu de mettre les 500 px, là, on va faire un canvas size et id to string, normalement. Et là, normalement, ça passe. Et là, normalement, on devrait avoir notre taille de canvas qui va évoluer vers la taille maximale de la grille. Et c'est le cas. Là, si je remets la grille, hop, voilà. Là, on voit bien que la taille de notre canevas, hop, ça fait la taille de la grille, en fait. Avec l'offset. On a l'offset en plus, si je dis pas de bêtises. Et donc, si j'aurais fait une grille plus petite, par exemple, si je modifie mon fichier de config et que je dis notre dimension, là, on dit qu'on en fait 6, hein, c'est ça? On en fait 6, donc si je dis que, par exemple, je veux en faire 10, mais par contre, le node size, je veux faire un node size de 30, avec un offset de 3, je sauvegarde, et donc j'ai une taille avec beaucoup plus d'éléments, mais le canevas, en fait, il est beaucoup plus petit. Et après, je sais qu'au niveau des canevas et tout ça, on a des capacités de mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ça affiche toute l'aire de jeu qu'on veut, mais par contre, on fait une mise à l'échelle par rapport à la taille de pixels, en mode responsive, en fait. On essaye de faire en sorte que ce soit responsive, pour que, grosso modo, si on a un énorme espace de travail, ça va mettre à l'échelle par rapport à la résolution par rapport à la taille du DOM. Ça, j'avais vu, c'était faisable. C'était faisable. Après, il faut voir par rapport aux mécaniques de jeu si ça fout le sbeul ou pas, quoi. Mais il y avait moyen. Il y avait moyen de faire des trucs de la vie, quoi. Donc ça, c'est cool. En tout cas, ça c'est pas la partie la plus compliquée. C'est un truc que je comprends assez simplement. C'est surtout la logique. La logique de jeu, moi, qui me fait kiffer. Mais bon, faut qu'on passe par là. Faut qu'on passe par la grille, parce que la grille va avoir une logique par rapport au placement des pions, etc. Donc là, par exemple, il y a un style.html, par exemple. Il faudrait rajouter un truc. Style.html, style.css, pardon. Donc là, le but, c'est de centrer l'aire de jeu sur le DOM pour le canvas. Et ce qui fait que là, normalement, il faut que je pointe sur style, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que je pense pas que je vais le chercher. Ouais, je vais pas le chercher. Ouais, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas fournir... tu définis la taille de ton canvas à la taille de ton DOM. Et donc, ton canvas, il a une résolution. Enfin, il a un nombre de pixels, il a une taille. Et donc, tu vas mettre à jour dynamiquement ta grille en fonction de la taille de ton canvas, en fait. Ça peut être bien, hein, franchement, dans un sens ou dans l'autre. Tu te dis... En fait, je pense que ça dépend des librairies techniques d'affichage, de rendering que tu utilises. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait tout tomber. J'ai foutu un sbeul. Ça c'est bon, building, machin, ok. Ce que je voulais faire, moi, à la base, c'était ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire, et je crois qu'il y en a une qui
Il y en a une qui est plutôt bonne pratique et il y en a une autre qui est plutôt mauvaise pratique, ou au niveau perf, c'est peut-être pas top parce que ça force le recalcul de toute la taille de tous les sous-composants. Enfin, je sais pas, il faut voir. Il faut creuser. Oui, c'est ça. Non, puis ça dépend le type de jeu que tu fais, j'imagine aussi. J'ai chaud, j'en peux plus. Secours. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ah oui, donc là j'ai un problème dans mon index, c'est que j'avais modifié. Donc voilà, il y avait le Normalize CSS que j'avais pas. Mais ça, à la limite, le Normalize CSS, je m'en fous. Par contre, c'était le style CSS qu'il fallait. Là, faut que je fasse un F5. Voilà. Là, en faisant un F5, vu que j'ai le style CSS, ça me centre la grille, mais en CSS. C'est pas à l'intérieur du canvas. On voit bien, la zone de travail, elle est centrée. La balise. On est bon. J'ai vu ce qu'il faisait, hein, Piompi. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment du bon boulot. Hein. Ah, les Tower Defense, c'est trop cool. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à des Tower Defense. Moi, j'avoue, c'est ce que je disais ce matin, je crois, le jeu qui me ferait kiffer, mais ça serait plus un jeu d'action, action temps réel, orienté roguelike. J'avoue, je kiffe les roguelikes. Mais Ah, salut Mercure. Ouais, hésite pas, tu regardes ce qui te plaît, et de toute façon, je stream tous les lundis et tous les vendredis. Aujourd'hui. Donc tu regardes ce qui t'intéresse, au plaisir. Et de toute façon, je rediffuse sur Twitch et sur YouTube. Donc comme ça, tu peux voir, même si t'as tardé à prendre le train en marche et que tu veux revoir depuis le début, tu te fais plaisir, comme tu veux. Mais ouais, j'aimerais bien, après avoir expérimenté le premier jeu de type tournoi e-sport en RPG, en tactical RPG tour par tour, voilà, ça c'est le premier jeu que je voudrais tenter. Parce que le tour par tour, je pense que c'est bien comme une première expérience de développement de gaming. Histoire de se détendre, parce qu'en plus après j'ai le système de tournoi à gérer à côté de ça, donc il y a du taf. Et par contre, le jeu qui me fait kiffer, auquel je pense ces temps-ci, c'est un jeu genre Binding of Isaac, mais pas du tout dans la même patte graphique et dans le même univers. Mais c'est le genre de jeu où tu sens que le développeur, il se fait kiffer, genre tous les jours, il se dit « Allez, je vais implémenter un item à la con, mais avec un fonctionnement totalement pété. » Et moi, j'aimerais bien faire un espèce de jeu roguelike avec des personnages que tu vas créer, genre un personnage par... Tu sais, tu donnes un objectif de type un personnage par jour, un type d'ennemi, hein, par exemple, qui a un pattern particulier, et ou un objet, et ou, j'en sais rien, une salle ou un bâtiment, enfin, ou un type de niveau, tu sais, une espèce de... Un truc qui va s'enrichir, et grosso modo, toute expérience de jeu serait totalement différente. Tout jeu que tu démarrais serait différent, parce qu'on va prendre des trucs au hasard qui va te faire faire des jeux un peu pétés, quoi. Pose de dem. Ah, j'espère que ça correspond à ce que tu veux. Hein. J'espère que ça correspond à ce que tu veux. Et moi, c'est ce que j'ai. Enfin, j'ai pas posé madame, mais moi, je bosse en fait en semaine. Je suis freelance. Et par contre, j'ai réussi à m'arranger au niveau chiffre d'affaires et tout pour me dédier 2 jours de dev par semaine. Sur mes projets perso, parce que j'ai envie de faire des trucs. Je fais ce que j'ai envie, et si en plus demain je peux arriver à en vivre de ça, c'est pour ça que j'ai pensé à faire un RPG e-sport et tout ça, où grosso modo on peut essayer d'avoir une rétribution sur le jeu qu'on fait. Ça peut être cool.
tout en étant limité, hein, c'est pareil, hein, ça fait longtemps que j'en parle sur mes streams. Je veux pas je veux pas gagner des millions et des millions de pognon, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où j'ai mon revenu cible. Le jour où j'ai atteint le revenu cible, j'ai pas besoin de plus de pognon que ça, quoi. À la limite, si j'ai plus de pognon, ça me fait de la réserve pour les années suivantes. C'est un peu l'idée. Où est-ce que j'en étais? Ah bah c'est bon, on a terminé la première partie de la grille. Oh, déjà. Et bah la deuxième partie, on va faire une grille encore plus pétée. Alors par contre c'est pareil, l'affichage de la grille là, le mec il s'est pas trop fait chier. J'ai été obligé, au fait tout à l'heure, Synv, j'ai été obligé de faire de la cleanarchy. Parce que j'ai pas réussi à m'en sortir avec les systèmes de mock à la con là, et en fait bah, j'ai réussi à faire une implémentation en cleanarchy de en fait mon gestionnaire de loop. Donc là si tu vois au niveau de la classe jeu qui est une classe métier fonctionnelle, je n'ai plus de technologie, je n'ai plus le window ou un date no ou des choses comme ça. J'ai fait un loop manager interactor execute next loop grosso modo, et je lui fournis le callback. Je fournis en entrée parce que bon ça fonctionne en callback, donc je me dis on va exécuter le callback qu'on veut derrière. C'est l'idée. Et en implémentation, donc j'ai un loop manager interactor qui utilise un contrat de type loop manager interactor qui a mon contrat d'interface derrière en TypeScript. Et ensuite j'ai des adapteurs où j'ai fait un fake loop manager où je peux lui dire grosso modo c'est pas time mais c'est times d'ailleurs. C'est times. Mais grosso modo, je peux dire exécute-toi qu'une seule fois. Fais le next loop qu'une seule fois pour bien tester le comportement qu'on m'a demandé de tester tout à l'heure en fait. Et ça marche. Ça marche, c'est cool. Ce qui fait que maintenant, bah, dans le fake, j'ai fait un date no à la con, mais par contre, dans le client loop manager, donc le code qui est exécuté côté client dans le navigateur, j'ai utilisé le window WebKit request animation frame. Mais ça, c'est la technique. C'est la technologie, c'est pas le code métier, c'est pas le sujet. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et là, ce que je me dis, justement, pour rester un peu en cleanarchy, c'est que là, au niveau du code de jeu, le draw, là, le dirty draw, c'est pas bon de mettre les canvas et tout le merdier, là, le document create élément, machin. Ça, c'est du code client, ce truc-là. Donc, le code client, on pourra le mettre dans un adapteur et faire justement des actions de rendering, grosso modo, et on pourrait passer au niveau du rendering, dans le dirty draw, en fait, on pourrait passer les éléments, par exemple les settings, par exemple, parce que là, tout ça, là, le canvas side, machin, settings et tout, ça serait du code métier, et donc on pourrait le transmettre directement, on aurait besoin juste de dire le canvas size. Donc on pourrait définir la taille, la résolution. Grosso modo, on pourrait faire un draw en mettant la résolution en entrée, enfin, grosso modo, tous les prérequis au bon affichage. Et donc, ne plus avoir de technologie là-dedans. Comme ça, si demain je veux remplacer la technologie Canva par une technologie, par du PixieJS, par du TreeJS, par du... J'en sais rien, je le change. En fonction des evols en termes de librairie. Et je pourrais tester le métier, par contre, je pourrais tester le métier de ce que je veux. C'est-à-dire que si je dois faire un dirty... Parce que là, le dirty draw, il fait plein de choses. Donc, il y aurait peut-être moyen de changer des choses.
3JS, ça a l'air pas mal, mais 3JS, c'est... J'ai l'impression que c'est très orienté 3D, en fait. C'est bien quand on veut partir pour faire de la 3D. Moi, pour le moment, je préfère me concentrer sur des librairies orientées 2D. Alors, j'essaie d'attaquer la grille. Hein. J'essaie de continuer la grille, parce que là, il est quelle heure? 17h21. Ah, j'ai une petite demi-heure encore, pour le plaisir. Donc, on a fait la grille. Donc là, par contre, j'ai pas lu à partir de là. Donc, il a utilisé la Canva API, oui. Et donc, par contre, voilà, c'est ce qu'il explique. Là, il dit, bon, c'est du dirty. C'est du dirty, c'est-à-dire c'est vraiment pour... voilà. C'est vraiment pour montrer par l'exemple qu'on peut faire une grille. Et donc, ce qu'il nous explique, c'est qu'on a foutu tout le code dans le game entity. Et donc, si on continue comme ça, grosso modo, on va avoir des méthodes qui vont être extrêmement grosses et extrêmement dures à maintenir. Et en plus, on n'a pas testé. Il n'y a pas de code de test pour ça. Et donc, grosso modo, on n'a aucun contrôle. Enfin, grosso modo, si, le test, c'est nous qui testons manuellement comme des cons. Donc, forcément, c'est sujet à lenteur, on va dire. Et comme on sait, quand on teste manuellement, eh ben, on oublie de tester. Pas tout, mais on oublie de tester un petit peu. Je dis ça, j'ai fait une grosse map pour mon client cette semaine, là, la petite map, la petite mise en prod du soir... à 19h, tu sais, où tu dis, bon, allez, ça va bien se passer, tu parles, j'ai oublié de tester des trucs, parce qu'il y a des trucs où j'ai été obligé de tester manuellement et j'ai oublié de tester, bah forcément. Forcément. Ça fait de la merde. Mais après, tu sais, c'est le genre de truc où quand tu demandes au chef, non, mais il faudrait du temps pour mettre les tests automatiques, etc., les tests end-to-end. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, donc forcément. Donc, en plus, donc il n'y a pas de test machin. Donc dans ce poste, on va essayer d'améliorer le code et de le mettre et de le rendre plus maintenable et plus extensible. Grosso modo, je pense qu'il va créer une entité grid, je pense, dans le délire. Il y a aussi autre chose qu'on devrait penser au lieu, en plus du code de qualité, c'est qu'à ce moment, on a une image statique de grille actuellement. C'est-à-dire qu'elle n'évolue pas, je peux pas cliquer, il se passe rien, elle n'est pas interactive. Il n'y a pas de fonctionnalité. Et donc la seule partie dynamique de la grille, c'est comment elle est, c'est la taille de la grille et la couleur. Enfin le nombre d'éléments dans la grille, la couleur, la taille. Ok ? Et donc dans les prochains chapitres, la grille, c'est plus qu'une image. C'est une part vitale du gameplay parce qu'on a besoin justement de placer des pions dessus, enfin, des vaisseaux, il faut qu'on les déplace, etc. Et donc, pour lui, la grille doit devenir une entité. Et donc, bienvenue dans la grille. Ah merde. Ah, moi franchement je suis un adepte du test automatique. Hein. Alors bon après chacun les fait comme il veut, mais moi personnellement c'est ATDD, c'est atelier BDD pour définir le comportement attendu. En discutant, on définit, on couche sur le papier ce qu'on veut. Pas de code du tout pour commencer, on veut vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Quitte à faire 3 caca, hein, mais au moins on s'est mis d'accord. Et ensuite on fait ATDD pour coucher sous forme de test en approche itérative le comportement attendu un par un, et on fait évoluer le code en fonction du comportement qu'on attend. Et je kiffe. Je kiffe développer comme ça parce que à tout moment je peux refacto mon code, à tout moment je peux changer le design, machin, du moment que je pète pas le comportement attendu. J'ai une boucle de feedback extrêmement rapide et en plus je fais de la clean archi, donc en fait je suis pas lié à la technique, donc j'ai pas besoin d'avoir ça là d'ouvert pour tester mon code, donc je fais tout en mémoire et mon retour de test il est fait en quelques centaines de millisecondes et c'est parti. On est bien. Le plaisir. Après je le fais de manière plus ou moins bien, parce que je suis plutôt débutant là-dessus, ça fait 1 an et demi à peu près.
un an et demi que je commence à faire les tests auto et que j'ai commencé l'approche ATDD dans mon boulot, donc c'est vraiment plaisant. Bah, si ça vous intéresse, si vous voulez regarder, parce que j'ai abandonné un projet précédent là pour faire autre chose là depuis quelques jours. Si vous voulez regarder, vous allez sur la chaîne YouTube là que j'ai fait. Et puis j'ai fait des vidéos. Bah, je fais comme là, hein, c'est-à-dire je développe en live, donc vous pouvez regarder mes sessions de dev si vous voulez sur ces sujets-là. C'est pas dans le domaine du jeu vidéo, c'est dans le domaine. Enfin, c'est une application de démocratie directe, machin. Mais grosso modo, l'exemple est le même en fait. Tout dépend comment on arrive à expliquer le métier, le comportement attendu de ce qu'on veut en fait. Bah, c'est surtout le compliqué d'expliquer le comportement que tu veux. C'est comme ça que je le vois. Si tu arrives à expliquer le comportement que tu veux, qu'est-ce que tu veux voir, et il faut que tu aies la rigueur de te dire que ce qui n'est pas spécifié, ça veut dire que c'est pas fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas plus loin que ce que tu spécifies en termes de comportement attendu. C'est hyper puissant en fait, parce que tu n'as pas de code, shadow, grosso modo. Tu n'as pas d'implicite dans ton code. Et donc tu es hyper secure. Hyper secure pour faire évoluer tes tests, évoluer ton système under test. Ouais, j'avoue, par contre, ouais, les vidéos, elles durent longtemps. Je sais pas si t'as montré une vidéo de ce que j'ai fait. Ouais, si, c'est ça, ouais. Ça, c'est les vidéos de 4 heures en atelier. Mais par contre, t'en as d'autres qui peuvent durer un peu moins longtemps, ou alors tu regardes qu'une partie, tu survoles. Parce que ça, c'était pas sur Bangerang. Ça, c'était un atelier que j'avais fait avec les mecs du Slack Willcom. À un moment, j'avais partagé. J'ai dit, allez, je vais organiser, je vais montrer comment je fais. Parce qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus skill que moi sur ce Slack. Et donc, je me suis dit, bah tiens, allez, je vais faire un atelier pour ceux qui veulent. Et donc, on a les mecs du Slack qui m'ont à moitié trollé sur il faut faire ça comme ça, il faut faire ci comme ça. J'ai kiffé, mais on a perdu énormément de temps en fait sur les discussions. Alors, par contre, les discussions sur cette vidéo sont super sympas. J'ai bien aimé. Ça permet de voir en fait que justement, le fait de partir en ATDD, ça te fait te poser des questions sur le métier. Parce qu'en fait, vu que tu es obligé de rendre explicite l'implicite, bah, à un moment tu dis bon bah c'est bon, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour commencer à coder. Tu commences à coder et là, pouf, t'es dans l'inconnu, t'as oublié quelque chose, il faut que tu poses des questions au métier ou à toi-même, hein, si c'est toi l'expert métier, pour savoir quoi faire. C'est trop fort. Donc là, on va créer une grille. On va essayer de se faire une petite grille des familles. Donc, new folder. En freelance, moi je travaille en régie hein, chez les clients, hein, donc grosso modo, j'ai pris cher, hein, parce que grosso modo, avec mon client actuel, je me suis présenté avec un tarif agressif pour dire qu'en fait c'est un partenariat, donc je vais me ralentir sur ma vitesse de développement, mais en contrepartie, c'est pas cher. En contrepartie, c'est pas cher et en même temps, on va mettre en place de la qualité dans le logiciel qu'on est en train de développer. Et aujourd'hui, le logiciel, sur les comportements qui sont testés, il y a tout qui marche. Hein. Ça fonctionne hyper bien. Le problème, c'est que on a plein de discussions là-dessus sur qui doit. C'est la responsabilité, elle est à qui, quoi. C'est-à-dire, c'est qui est-ce qui développe au final et qui est-ce qui est garant de la qualité dans l'équipe. À un moment, quand t'as le chef de projet qui te dit les tests, on s'en fout, bah ouais, mais c'est pas toi qui dev, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué parce que non, parce qu'en fait, j'ai pas vendu cher. C'était confortable d'un point de vue chiffre d'affaires pour, on va dire, ne pas m'en mettre plein les fouilles. C'est-à-dire, j'ai juste pu maintenir mon petit revenu correct qui va bien, tu vois, mais grosso modo, j'étais pas au tarif de mon expertise. Par contre, sur les tests, j'avais jamais fait avant. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai vendu ma montée en compétences en baissant mon tarif d'expert. Parce qu'en fait, je fais de l'automatisation d'infra et tout ça, et donc mon expertise d'infrastructure,
je ne l'ai pas compté, je me suis compté comme un développeur un peu classique, avec des tarifs de développeur classique, mais par contre qui va monter en compétence sur les capacités de développement logiciel, et les tests automatisés et améliorer la qualité. Et donc, au final, oui, j'ai été lent, donc on m'a reproché d'être lent, hein, très fortement, avec beaucoup d'agressivité, mais par contre, bizarrement, je suis le seul qui livre en prod aujourd'hui. Sur l'ensemble du logiciel, le pan, le domaine technique qui livre aujourd'hui, c'est moi. Enfin, c'est moi et d'autres personnes, mais en tout cas, c'est le domaine sur lequel je bosse. Et les autres domaines ne livrent pas aujourd'hui. Aucun autre domaine ne livre des fonctionnalités. Donc oui, c'est lent, mais ça marche. Donc déjà, essaye de vendre ce qui marche, tu vois, parce qu'après ils disent ouais, ça va jamais se vendre. Fais-moi des features pour les vendre. Je fais oui, mais il y en a déjà des features. Vends déjà ce qui existe déjà. Vends ce qui est déjà là. Et puis il n'y a pas rien. Hein. Il y a déjà pas mal de choses. Sauf que eux, ils en veulent plus. Je fais, bah non, vends. Fais du chiffre. Fais du chiffre. Et derrière, c'est pas grave si on est un peu lent du moment où tu fais du chiffre et que tu rattrapes ton ROI. Enfin bon. Des divergences de vision sur comment marche le boulot de l'informatique en fait. On a des gros décalages. C'est ce qui fait que je vais arrêter avec ce client là d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est pour ça que j'arrête avec lui fin juillet parce que trop de divergences d'opinion sur comment on devrait bosser de la bonne manière. Autant le laisser travailler comme il veut parce que moi j'arrive pas à rentrer dans le moule. C'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Et bon courage pour la suite, pour faire en sorte que ça marche. Mais ça sera pas avec moi, c'est tout. Et donc moi je préfère essayer de trouver des clients qui sont plutôt orientés dans ces démarches-là, en fait. Moi, on m'a reproché de faire de la surqualité, en fait. C'est-à-dire que grosso modo, ouais, on n'a pas besoin de ça. On m'a déjà dit, ouais, j'ai fait des trucs. Il y a des trucs, t'as mis 3 semaines à le faire, alors que moi, en une soirée, c'était plié. Oui, mais c'est les genres de petits développements que tu fais au démarrage d'un projet où t'es en mode POC. Tu sais, tu n'as pas tout le système complexe qui gravite autour. T'as une code base nulle. C'est comme notre tuto là, notre Dirty Draw. Le mec, il a fait une feature, c'était pour faire un pauvre canevas avec 3 caca. Donc oui, en termes de démo, ça fonctionne, on crache de la feature comme ça. Mais est-ce que ça tient dans le temps comme ça? Est-ce que ça tient 6 mois plus tard? Est-ce que ta prod, elle marche 6 mois plus tard? Avec juste en développant comme ça à l'arrache des trucs... Ou alors il faut être Superman, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est-à-dire faut être vraiment très très bon et être un Superman. Mais moi je suis pas un Superman. Et comme j'ai dit à tout le monde, demain, moi, je me casse. Enfin, demain où n'importe qui se casse, t'as toute la pensée, toute l'intelligence collective et tout ça, s'en va avec le mec. Alors que moi, tout est dans les tests. Le mec, je lui dis, écoute, tu viens d'arriver, ton but, si tu dois rajouter des features, c'est de, quand tu lances les tests, tu t'assures que tout fonctionne. Si t'as pété un truc, c'est que t'as mal fait un truc. C'est tout, tu vois. En plus, les features, elles évoluent tout le temps, tu sais, c'est l'expert métier. L'expert métier qui me dit, ouais, on va faire ça, ça changera jamais. Tu parles, 6 mois plus tard, faut refaire à moitié le truc parce qu'il s'est gouré. Et c'est ok, c'est l'itératif, on apprend, tu vois. Mais c'est le genre de mec qui va te dire après, ouais, mais ne teste pas, on s'en bat les couilles, on va jamais les changer de toute façon, machin. Bah non, on change. Non, mais c'est à la fin, t'as envie de lui dire, écoute, si tu sais mieux faire que moi, fais-le. M'emmerde pas. Franchement, m'emmerde pas avec ce discours-là, j'ai pas le temps. Laisse-moi faire mes features comme je l'entends. Vu qu'en plus je suis lent, me dérange pas. Sur ces sujets-là, donne-moi des inputs métiers, dis-moi comment tu veux que les choses soient faites. Dis-moi ce que tu veux, me dis pas comment les faire. Tu vois, dis-moi ce que tu veux comme comportement, me dis pas comment je dois le faire. En termes de qualité, en termes de machin, je le fais bien, j'essaie de le faire bien. Et à la limite, je le fais avec mon collègue qui est développeur moi-même, qui est aussi garant de la qualité. Mais chacun ses responsabilités dans le boulot, quoi. Et puis le mec qui a la responsabilité du budget, bah si un jour je coûte trop cher, si un jour machin, dégage-moi, me dis pas d'aller plus vite. On n'est pas des esclaves, sors pas le fouet. Tu trouves que je coûte trop cher, tu me dégages, tu prends moins cher.
Voilà. Si tu penses trouver mieux moins cher, tu prends moins cher. Casse pas les couilles. Quand je parle comme ça, c'est de manière amicale, hein, c'est du second degré. C'est par respect pour le mec que j'ai en face de moi. Hein, c'est pas pour. Moi, je peux comprendre hein, ce genre de discours, mais assume-le. Embauche des mecs moins chers, vois ce que ça donne. Et assume ta prise de position. Arrête de dire que c'est de la faute des autres. Assume, tu vois. Et donc moi, j'assume que je suis lent parce que j'ai appris un truc, et j'assume par contre que mon truc fonctionne aujourd'hui. Sauf les endroits où il y a des tests manuels que j'oublie, tu vois. Mais ça, je m'en veux aussi. Quand ça arrive, je fais « Ah putain, quel connard !» Mais quel connard, moi, tu vois, j'assume. Mais le problème, c'est qu'on est des geeks. On est des geeks. Les geeks, ça n'a pas de répartie. Le geek n'aime pas l'argent. Le geek, il travaille par passion. Et le geek, c'est un gros nerd sur lequel on aime bien marcher sur la gueule. Tu vois? Donc, ok. Les mecs, ils se retiennent pas. Est-ce que le geek se syndique? Est-ce que le geek va défendre ses droits sociaux en mode arrête de me harceler? Arrête de me harceler avec ta pression de merde. Ce n'est pas ta responsabilité envers moi. Ta responsabilité envers moi, c'est d'être un chef de projet et donc de piloter ton projet. Et arrête de me dire que je suis lent. Si tu trouves que je suis lent, paye-moi une putain de formation, laisse-moi me former, ou alors tu me vires pour incompétence et on va voir au prud'homme si je suis incompétent ou pas. Et trouve moins cher. Trouve moins cher et est plus compétent que moi. Point barre. T'emmerdes pas avec autre chose. Tu vois? Mais arrête d'aller me voir entre quatre yeux dans le bureau pour me dire t'es qu'une merde enfoirée. Espèce de lent, tu vois. On fait pas ça dans le travail. On fait pas ça. Sinon, ça part au prud'homme en mode tu m'agresses dans mon boulot. Tu vois, moi je viens pas voir un chef de projet en disant t'es qu'une merde, tu fais mal ton boulot, qu'est-ce que tu fous à me rapporter plus de pognon? Rapporte-moi plus de pognon, rapporte-moi plus de budget. Tu vois, je viens pas l'emmerder avec ça parce que je sais que le mec il fait de son mieux. Tu vois. Par contre, je l'invite à rentrer dans le monde de l'agilité où le mec il dit bah ok, t'es pas sûr de ce que tu veux, t'as pas fait un cahier des charges sur 3 ans pour définir ce que tu veux, ce que tu voulais comme fonctionnalité machin, tu fais tes trucs à l'arrache avec une adaptabilité forte. Et bah quand on a de l'adaptabilité forte, tu es obligé d'avoir de la qualité pour éviter de tout péter, vu que tu vas tout le temps changer les trucs. Tu vois. Après ça c'est mon point de vue, hein, tout ça. Tout ça, c'est mon point de vue, et le problème, c'est que le mec, après, il ne te respecte plus ou il va te dégager parce que il a jugé que ce comportement était hautain envers lui. Il va juger que c'est toi... il va juger que c'est toi le fautif. Tu vois? Ah mais moi, j'estime plus. En fait, moi, au début, j'estimais même pas. Je lui dis, écoutez, ça sera prêt quand ça sera prêt. Je sais pas estimer, je suis en train d'apprendre. Ça sortira quand ça sortira, et les trucs en plus ils sortent en fait. Je veux dire, à la limite, si vous êtes chef de projet, regardez le lead time to deliver. Tu sais, moi, on a tous les outils de chefferie de projet à la con, où tu dis quand t'as démarré ta tâche et quand tu l'as fini. Et bah regarde la moyenne, m'emmerde pas à demander les estimations. Quand tu fais de l'agilité, tu mesures le temps moyen de livraison. Tu ne mesures pas le temps effectif instantané de la feature. C'est pas bon. Enfin, moi, je suis du mouvement no estimate, tu vois. Je kiffe ça, dans le sens où je préfère me concentrer sur ce que je dois livrer que de me concentrer sur quand je dois le livrer. Je m'en fous du quand je dois le livrer, puisqu'il faut le faire. Tu vois, c'est important de le faire là, maintenant, tout de suite, c'est ce qui est urgent. Donc, faisons-le. On s'en fout le temps que ça prend, il faut le faire. Tu vois. Sauf que les mecs, ils sont en mode calcul de ROI, machin et tout. Est-ce qu'on le fait si ça dure longtemps? Est-ce qu'on le fait pas si ça dure pas longtemps? Si tu te poses la question s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut pas le faire. C'est le but de l'agilité. Tu fais ce qui doit être fait à l'instant T, en fait. C'est ce qu'on te demande de faire. C'est ce que te disent les utilisateurs. Il nous faut ça. On veut ça. Ça nous apportera énormément de valeur et on va te payer pour ça. Tu vois? Donc, faisons-le. C'est n'importe quoi. Surtout qu'on fonctionne sur la confiance, patati patata. Pardon, on est en train de refaire l'agilité, là. Là, j'en peux plus. C'est pour ça que je suis content de bosser là sur mes propres projets, parce que je m'entraîne en même temps. Hein. Je m'entraîne, c'est bien pour mon activité professionnelle plus tard. Mais je suis en train d'expérimenter ce qui se passe quand on bosse seul
et quand on bosse avec son niveau de qualité personnelle, ses enjeux, tout ce que tu veux. Et donc, bah, on le voit, je vois bien que j'arrive à délivrer. J'arrive à livrer. Après, le truc, c'est les problèmes de est-ce que j'arrive à livrer la bonne valeur? Et donc, moi, je suis pressé d'avoir mes premiers utilisateurs qui vont me dire ton jeu, il est bien, ton jeu, il est pas bien, ton jeu, il faut l'améliorer de telle façon, etc., etc. Tu vois? Et là, à partir de là, on va prendre du feedback. Les mecs, ils vont peut-être me dire écoute, c'est super lent, je suis frustré. Je fais oui, mais je vais lui dire Billy, t'as déjà fait un jeu vidéo. Billy, est-ce que t'es déjà. Enfin, je suis tout seul. Donc, en attendant, on joue à autre chose, tu vois. Mais t'inquiète, je te tiens informé dès que je fais évoluer le logiciel et tout. Enfin, dès que je fais évoluer le jeu vidéo, tu vois. Y a pas de problème. Mais, enfin, quel enfer. Quel enfer. Mais bon, on est ça évolue, hein, ça évolue, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, tu as du mal à pousser à pousser les messages toi-même parce que toi, en plus, t'es concentré dans ton boulot. Et en France, on est en retard énorme sur ces pratiques-là. Avec en plus la culture, la fameuse culture française que le techos, l'exécutant, n'a pas de valeur. L'exécutant a moins de valeur que le commercial. Donc là, on crée une grille de type entity. Yes. Donc un exécutant qui a moins de valeur qu'un commercial, et en plus on est des geeks et on se laisse marcher sur la gueule, bah tant pis. Hein. À un moment, faut aussi assumer nos propres responsabilités de développeurs, de se laisser marcher dessus, en fait. Que des gens qui ne font pas ton métier te disent comment tu dois faire ton métier. Le plaisir. Après, je suis un peu salé là-dessus parce que j'en ai pris plein la pomme aussi pendant des années sur pas mal de projets et donc forcément, ça te prend au trip parce qu'en plus, tu te mets à la place de toi-même en condition, sur tes souvenirs, et tu te mets aussi à la place des mecs qui subissent ça aussi H24. Et c'est triste, quoi. C'est triste parce qu'en plus, on veut tous... C'est ça qui est pire, c'est que tout le monde veut bien travailler. C'est-à-dire qu'en fait, tu demandes aux gens, tout le monde veut bien faire les choses. En fait, tu leur poses la question, hein, franchement, d'une manière honnête, t'as personne qui va te dire « Ouais, non, je suis là pour saboter le travail des autres. » Tu sais, je me sens saboteur dans l'âme. Personne n'est comme ça. Personne n'est comme ça. Quand on leur demande ce que tu veux faire, le mec, il dit « Franchement, je veux faire du bon boulot, quoi. » Mais on m'empêche de le faire. Tu vois ? Mais ouais, ça progresse, ouais. Je suis d'accord avec toi. Hein. On en est encore loin, un peu partout... Mais bon, ça progresse dans le temps. Mais je pense pas que tu puisses faire de l'agilité sans avoir un minimum de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser que tu penses qualité de ton travail. T'essayes de faire les choses bien à ton niveau, hein, je dis, et d'essayer de t'améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire que personne n'est jamais parfait et on part tous d'un niveau plus ou moins haut sur l'échelle de la qualité. Si on avait un espèce de gradient sur la qualité du logiciel, tu vois, on pourrait tous se placer plus ou moins en haut de l'échelle. Mais grosso modo, tu essaies toujours de faire par rapport à ton critère de qualité minimum, et tu essaies toujours d'une itération à une autre de t'améliorer. Comme n'importe qui dans son travail. Je veux dire, on est tous en train d'apprendre son travail, etc. Et si quelqu'un t'impose de faire moins de qualité de ce qui est ton standard à toi, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est qu'il y a un problème. Surtout quand tu es le seul à exécuter. En équipe, je peux comprendre qu'on définisse un minimum et qu'on essaie de faire plus, même si t'en as un derrière qui est beaucoup plus expert que les autres, en termes de qualité. Donc c'est lui qui va pousser l'amélioration continue, parce que lui, il sent qu'on peut beaucoup mieux faire, parce qu'il a un retour d'expérience, il a une capacité à faire mieux. Donc il va très fortement pousser pour augmenter le niveau, tu vois. Et il va avoir aussi une frustration, parce que le niveau n'est pas assez haut pour lui. Donc il va falloir une joyeuse balance entre les deux. Mais par contre, c'est les développeurs dans l'équipe qui parlent. Donc on parle de la manière dont on bosse tous ensemble. C'est sain comme discours en général, même si des fois tu as des partis pris, des machins, on se fout un peu sur la gueule. Mais on est entre développeurs, donc c'est les gens qui font, tu vois.
Et par contre, quand t'as quelqu'un qui vient de je sais pas où, en dehors de l'équipe, il bosse pas avec toi, il est pas avec toi en train de faire le boulot, il est pas développeur lui-même, il est pas expert, il est pas réputé comme étant un développeur, c'est un expert du métier, de ton métier, de ton travail au quotidien, et le mec il te dit comment tu dois bosser. En mode plus vite, tester ses doutés, faut qu'on livre maintenant, faut que ça coûte moins cher, faut embaucher 40 juniors alors qu'on est trois confirmés, enfin tu vois. Je veux dire à un moment, au secours. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait faire? Alors, il nous demande... Oui, ok. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai fait des travaux chez moi, Zizou, l'année dernière. J'avais un peu de moula par rapport à mes 2 premières années où je me suis vraiment bien vendu. J'en ai chié pour le prix de vente, mais en tout cas, je me suis bien vendu. J'étais content. J'ai fait venir un très bon peintre chez moi parce que je voulais être sûr que la peinture soit nickel, parce que ces peintures enduit tout le merdier. Le mec, à aucun moment, je lui dis comment il faut qu'il peigne. Le mec, il m'a fait le devis. Et je l'ai déjà fait venir une première fois chez moi. Il m'a fait un devis, il était un peu cher, mais dans sa manière d'expliquer les choses, j'ai senti une expertise. Il m'a fait un travail nickel. Voilà. J'ai signé le devis, il fait le travail et c'est très bien, tu vois. Et les endroits où il a merdé, des fois, je lui ai montré. Il y avait des endroits où il avait fait un peu de merde. Je lui dis, est-ce qu'il y a possibilité de refaire là? Il fait, ah ouais, oui, c'est vrai, vous avez d'accord, on va refaire et tout. Pas de problème. C'est-à-dire, tu constates la qualité quand même à la fin du truc par rapport à la prestation qu'il t'a vendue. Mais en aucun cas, je lui dis, ouais, la passe croisée, machin et tout. Non, non, ça, c'est son problème. C'est son truc. Tu vois. Surtout, je suis pas peintre. Tu vois, encore, j'aurais été peintre, j'aurais pu. Tu vois, mais je suis pas peintre. Enfin, je suis peintre du dimanche, quoi. Mais bon, au secours. Ouais, c'est ça, on en a gros. Mais on en a tous gros, en fait. C'est ça que les mecs, ils se rendent pas compte, en fait. Ils sont en train de détruire des gens, à traiter les gens comme ça, comme de la merde, les exécutants. Mais ça, c'est la culture à la française. Hein. Culture à la française... Le manager. El jefe. Donc, on va aller dans Game, et donc on veut virer Entities. Allez, Entities, ça dégage. Et par contre, on veut un Private Entity. Un Private Entity et un Public Get Entities, forcément. Voilà. Pourquoi il gueule, lui? Parce qu'il est mal mis. Ouais. Et donc, on va, dans le Awake, on va vouloir ajouter la grille. On va vouloir ajouter la grille dans le Awake. À quel niveau? Ok, juste avant le Super Awake. Ok. Oui, comme ça, on va pouvoir réveiller la grille. Comme ça, on peut réveiller la grille. Très bien. Ouais, pas de soucis, Mercure. Enfin, en tout cas, c'était cool. J'aime bien discuter de ça, en plus. Ça va peut-être me faire des retours de flamme au niveau professionnel, mais bon, à un moment, faut en parler. Mais ouais, passe un bon week-end et à la prochaine. Moi, de toute façon, là, je continue un chouïa, puis après, je vais arrêter aussi. Il fait chaud chez moi, j'en peux plus. Attends, je vais ouvrir un peu. Au secours. Au secours, la chaleur, quoi. On va pas se plaindre, hein. Ça fait plaisir, mais ça sent mauvais pour l'été. Hein. Pour l'été, je vais me foutre le comment ça s'appelle le ventilo sur la gueule. Alors, il nous fait au niveau de game, donc on a eu un... Donc on a un environnement de test pour le jeu, d'accord, ça je suis ok.
Donc on va faire une étape en plus au niveau de nos tests. Salut Mercure. À plus. Donc, on veut gérer l'entité enfant, à savoir la grille. Donc on va plus faire de fake cette fois-ci, donc on retourne. On retire pardon, nos 3 entités. Très bien. Et on veut retirer l'ensemble des tests au niveau des child. Si je comprends bien. Ouais, donc on veut pareil, on veut retirer dans notre before. Ça, hein. Ouais. On retire nos entités. En fait, on s'occupe des entités pour le moment et on retire le fait qu'on ajoute les entités. Et donc ensuite, au niveau des entités, on retire les tests. Voilà. Ça c'est ok. Et donc il nous reste quoi? Oui, l'entité. Oui. Ensuite, on veut rajouter une ligne de test comme quoi on va réveiller et updater l'ensemble des enfants. Ça, on va le vérifier. Et vu qu'on a toujours un nouveau jeu, de base, la grille, elle est ajoutée dans le jeu. Donc, on peut vérifier. Wow. Il y va vénère au niveau des spies, lui. Hein. Putain. Salaud. Donc, ce qu'il nous fait... Il nous fait un chai spy. On importe la grille. Très bien. Et donc on va avoir le not to be called ici. Donc on veut vérifier qu'au début que notre awake et notre update n'a pas été appelé. Puis on fait un awake ici. Et donc le awake, ce qu'il va faire... c'est que vu qu'on a notre fake loop manager qui va être appelé maximum une fois, donc c'est le max execution time, il faudrait que je l'appelle autrement, mais c'est grosso modo c'est le nombre de fois qu'on peut l'appeler au maximum avant qu'elle fasse le callback. Si on l'appelle plus de fois, elle fera pas le callback, donc ça va stopper la loop en fait. C'est l'idée. Donc là, on peut faire un... donc on peut dire... Oui, donc c'est le to be called qu'il faut que je rajoute. On veut vérifier qu'après le wake, on ait le awake qui a été appelé et qu'après le update, qu'on a la grille qui a été appelée. Et là, par contre, il faut que je fasse un new date, justement. Pas un new date, un date no. Date. Voilà. Alors, je suis même pas obligé de mettre un date, je peux mettre juste un nombre. Donc là, on est pas mal. On peut lancer les tests normalement. J'ai plus d'erreur nulle part. Là, il y a un pépin. Il y a un pépin. Est-ce qu'il nous dit... Ouais, là, c'est censé marcher. Donc là, j'ai un problème de document. Au niveau de game... Ah, bah oui. Oui, bah oui, parce que là, en fait, ça, c'est de la tech. Ça, c'est de la tech, donc c'est normal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... on va faire un... this... drawer... interactor.
Draw. On ne sait pas encore ce qu'on va devoir lui transmettre. Donc il faut qu'on implémente, il faut qu'on déclare la propriété en privé. Ça va être un drawer interactor. On va déclarer ça dans les ports. Interactor TS. Export interface drawer interactor. Interface à chaque fois ça me fait chier ça. Tac. Donc là je peux implémenter, enfin je peux importer le drawer interactor. Et, il faut l'initialiser. Donc drawer interactor. Drawer interactor. Et donc on va faire un this drawer interactor égale drawer interactor. Ça c'est bon. Donc le drawer interactor, oui, c'est pas une. On ajoute la méthode au niveau de l'interface. Ça c'est bon. Par contre, il va nous manquer le type de retour. Donc normalement, ça va être du void, ce truc. Voilà. Et là, par contre, il va nous falloir créer un adapteur. Donc on va faire un new file fake drawer avec drawer. Donc export class fake drawer implements. Merde. Implement. Il veut pas. Il veut pas. Ouais. Implements. Drawer interactor. On déclare l'interface. Voilà, on implémente l'interface. Donc il dit qu'il n'y a rien dedans. Donc là, cette fois-ci, on va dans le game, on pique toute l'implémentation du draw. Ça, on le changera après plus tard, éventuellement. D'ailleurs, ça, c'est pas dans le fake qu'il faut que je mette. Je fais des bêtises. Le draw, il va juste faire le void. Ça va être à mettre dans le client drawer. Client. Enfin, je vais copier-coller. Je vais copier-coller. Je vais pas me faire chier. Tac. Name. Client drawer. Donc là, tout ce qui est ici, je le mets dans le draw. Donc il va me dire ce qui va lui manquer. Tout ça, ça dégage. Hop. Donc là, il va lui falloir des settings. Et donc settings, on avait créé une classe settings. Donc on va faire un settings de type. Comment on les avait mis les settings? Ah oui. Bah on va faire une interface settings en fait. Tac. On va faire un export interface settings. Il y a un pépin là. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ça? Ah, est-ce que je peux définir settings comme étant read-only?
Interface, read me. Ah non. Je suis pas sûr que je puisse la déclarer comme étant... à moins que je mette le typage à la fin. Ouais, non, mais c'est normal, Zizou, quoi. C'est normal, Zizou, t'inquiète. Hein. Passe un bon week-end à toi aussi. On se tient au jus. C'est compliqué à faire du dev et en même temps de suivre du dev d'un autre et tout. Je peux comprendre. J'ai pu comprendre. Et donc là, on a les settings de type donc settings en termes d'interface. Et donc là, je pourrais rajouter donc au niveau de mon interacteur que j'ai perdu. Mon drawer interactor. Non, si, ça c'est le drawer interactor. Donc on va avoir un settings de type settings. Bon, par contre, le settings HTTP2, on va se détendre. C'est pas vraiment les settings HTTP2 que je veux. Hein. Voilà, plutôt les settings de settings. Voilà. Très bien. Ouais, pas de problème. C'était sympa. Franchement, merci d'être passé. Moi, de toute façon, j'avais prévu d'arrêter bientôt. Hein. Je vais terminer cette étape et après, je vais stopper. Mais en tout cas, c'était cool. Je te remercie d'avoir été là et puis à plus. C'était cool. À la prochaine. Voilà, pareil, il m'a fait un settings HTTP2 là. Foiré. Foiré. Voilà. Et donc là, je peux remplacer settings avec un S majuscule par settings avec un S minuscule. Et en fait, on voit que c'était juste les settings qu'il fallait transmettre dans le contrat d'interface. Donc c'est cool. De rien pour le stream. C'est avec plaisir. Et là, il y a un truc où ça gueule encore. Ça gueule à quel endroit? Ah oui, j'ai pas encore fait les settings ici. Donc c'est cool de voir qu'on a juste besoin de transmettre les settings dans Draw. Donc c'est pas forcément naze. Et donc on a bien un découplage. Là, le seul truc qu'on n'a pas, c'est le point d'entrée, justement, les settings. Si on en a besoin à un moment pour vérifier au niveau des settings qu'on a bien... on pourra tester l'adapteur, justement. Sur ces settings, s'il y a besoin. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait que là, au niveau des game specs, le seul truc que j'ai besoin de faire, c'est de rajouter un new fake settings, un new fake drawer, normalement. Voilà. Et il a besoin de rien. La classe game. Et donc là, j'ai juste besoin de fournir les settings. Donc normalement, les settings, je les ai transmis. On va prendre les settings comme ça et je les mets là. Voilà. Donc comme ça, on a bien le draw qui est transmis. Et là, maintenant, dans ma logique métier, je n'ai plus aucune technologie. Et j'utilise dans le cadre de mes tests... Alors dans mon main, par contre, il faut que je lui dise d'utiliser le client drawer. Donc on va faire un new client drawer. Je crois. Voilà. Non? J'ai pas fait un client drawer. Ah, ou alors dans le client drawer, je l'ai laissé appeler fake drawer. Donc ça c'est ma cam, ça je sais faire. Faire de la merde en barre comme ça, je sais faire. Donc là, le client drawer, c'est bon. La classe. Et donc là, normalement, dans mon game, là, je peux bien appeler le client drawer, normalement. Si je fais un new client drawer, ça, là, normalement, il devrait le détecter. Voilà. Au niveau des adapteurs. Donc ça, c'est cool.
Ça c'est cool. Normalement, comme ça, j'ai tout le fonctionnement de base qui va rester natif. Mais par contre, dans le cadre de mes tests, je n'ai pas besoin d'implémenter le rendering. Ce qui veut dire que je peux rester au niveau de mon process node. Et j'ai pas besoin de technologie de type Windows WebKit ou dans le drawer là, le client drawer, je n'ai pas besoin de faire du canvas. Donc j'ai pas besoin d'avoir du document en fait. J'ai pas besoin d'avoir le document web. Ça c'est cool, et ce qui fait que normalement, si tout va bien, j'ai plus d'erreur nulle part. Si je relance mes tests, les tests passent. Donc j'arrive à faire l'abstraction de mes technologies d'infra, et j'arrive à faire mes tests de comportement métier, on va dire, de mes interfaces. Et donc j'ai bien un truc qui me prouve que le should awake all children, bah d'ailleurs ça devrait plutôt être la grid. Hein. Donc là, enfin, il s'est trompé un peu dans le terme du test, mais grosso modo c'est should awake un update game grid en fait. C'est ça qu'il teste. C'est le game grid. Donc ça c'est cool. Ensuite, il nous parle... Alors, je vais arrêter là, parce que là, il est quoi, déjà 18h. En plus, je crève de chaud, là, j'en peux plus. Si je commence à mettre le doigt dans la prochaine étape... En fait, il y a une deuxième particularité, maintenant. C'est au niveau de la grille, en fait, d'avoir la notion de node. Donc, le nœud, je pense, au niveau de la grille, c'est le carré, là, en fait. C'est la notion de carré. Et donc... Donc on va s'occuper de ça la prochaine fois. De toute façon, la prochaine session, c'est lundi. La prochaine session, c'est lundi, donc c'est cool. Et j'ai vraiment kiffé. Alors, j'en chie par rapport à son tuto et à ma manière de faire les tests, au fait de faire un peu de cleanarchy vite fait, machin, mais à la limite, le truc que je fais là, je reprends je sais pas vers où il va m'amener en fait derrière, mais potentiellement ce projet-là peut être mon espèce de boilerplate de jeu que je pourrais utiliser, et donc je pourrais partir de ce truc-là pour faire mes tests de comportement métier plus orienté chip. Là, quand il va attaquer les chips, là, donc moi, j'aurais pas un chip, j'aurais un robot. Il y aura toujours un player, donc il y aura toujours 2 players. Donc ça, on va voir comment on peut gérer ça, mais on va pouvoir gérer le comportement d'un robot, le comportement d'une tour de transmission, le comportement d'un bouclier, le comportement d'une armure, le comportement d'une arme, d'un projectile, d'un machin, et donc tout ça, on va bien se marrer. On va bien se marrer à tester tout ça quand on y sera. Donc ça va être plutôt cool. Mais en tout cas, là, pour le moment, on va déjà arrêter là. On va arrêter là, et donc la prochaine étape, c'est la notion de nœud. La notion de... ce qu'on appelle le nœud, le différent... Donc c'est ce qu'il dit, le nœud, hein, pour lui, c'est les rectangles individuels. Et donc chaque rectangle, c'est le placement... c'est pour gérer le déplacement des vaisseaux, c'est pour gérer ce qu'on appelle le path finding. C'est ce qui permet justement de savoir comment se déplacer de manière le plus optimale entre un nœud et un autre nœud, en fait. Donc le pathfinding le plus con, c'est de faire... le moins optimal, en fait, c'est de faire un espèce de... J'avais déjà fait un algo de pathfinding, bah tiens, je peux vous montrer sur la grille. Grosso modo, on a un truc qui est là, ici. Et on a un truc qui est là, ici. Le pathfinding le moins optimal, c'est de faire ça et ça, en fait. Mais par contre, c'est le plus simple à implémenter. Et par contre, ça fait énormément de déplacements. Si on compte les carrés, bah là, il y en a 6. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 10 mouvements pour rejoindre la case. Alors que dans l'idée, le pathfinding le plus efficace, normalement, pour rejoindre ça, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je crois que je me suis... C'est équivalent, mais je sais plus pourquoi il y en avait un qui était plus efficace. Ou alors non, c'est si on autorise la diagonale.
en fait. C'est quand on autorise le déplacement en diagonale. Et donc, en fait, au lieu de faire 10, en fait, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 pour faire un bon mouvement. Si on autorise le déplacement en diagonale, en fait. Mais il y avait un truc comme ça que j'avais lu, où par exemple, le truc est ici. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, en fait, quand on y va de manière horizontale et verticale, en fait, le pathfinding, il n'est pas optimal. On n'a aucun pathfinding optimal, mais par contre, si on commence à faire des cases hexadécimales, pas hexadécimales, des hexagones, pardon. Si on fait des hexagones, on peut faire des chemins beaucoup plus optimaux avec des hexagones qu'avec des carrés, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça que je ne maîtrise pas, mais je sens qu'il y a une petite odeur de trucs sympas à faire. Bon allez, on arrête là pour aujourd'hui. Donc on a fait pas mal, on a fait la grille, on est en train de faire la grille. Et là on va attaquer les nœuds de la grille. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc on en est à l'étape, on a nos tests qui marchent, on est en clean archi à moitié, c'est ok. Allez, je vous laisse là. YouTube, j'espère que ça t'a plu. Des gros bisous. À bientôt.